quand j'ai eu ce livre entre les mains, j'ai dit, oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment cette grille de lecture, ces principes qui vont guider mon entreprise pour les années à venir. Et j'ai Mmh. vraiment eu cette prise de conscience parce que quand on est indépendant, tu le sais bien aussi, dans notre activité, c'est important d'avoir un angle spécifique, Mmh. d'avoir une clé de lecture ou d'avoir une spécificité qui fait que tu vas attirer des clients qui sont dans cette dimension-là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on accueille sur le plateau d'Abracadabra Thomas Laure qui va nous parler de transmission. La transmission, au sens étymologique, c'est faire passer au-delà, faire passer des messages, faire passer un patrimoine, faire passer une entreprise. Thomas va être là pour ça. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci Cédric et bonjour et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Petite pensée d'ailleurs à Entreprise Vivante qui t'a Hein. invité sur le plateau. Je pense qu'un jour on dévoilera le concept même de comment les personnes se retrouvent sur l'émission. C'est vrai. Mais j'ai beaucoup d'amour et de respect pour toi et j'ai hâte qu'on puisse explorer toutes les sagesses que tu as pu acquérir à travers tes expériences personnelles et professionnelles autour de la transmission. Et évidemment, aujourd'hui avec nous, Cédric Kessler. Bonjour. Hello. Dirigeant et fondateur d'Easymara, il me semble. Oui, c'est ça. Merci de nous accueillir sur ton plateau. Et comme d'habitude, eh bien, on va faire du Cédric au carré dans cette Le émission. bonheur. Du coup, Thomas, je t'ai posé une question de comment je te décris et tu m'as répondu: je suis, de manière courte, praticien non expert en transmission et évolution des entreprises familiales. Et le premier truc que je me demande, moi, directement, c'est que je vois sur LinkedIn, par exemple, tout un tas d'experts. Je me suis moi-même mis le statut d'expert. Et du coup, je me demande, mais ça veut dire quoi un non-expert? Alors en fait, ça veut dire que dans le travail que je fais avec les entreprises que j'accompagne ou les organisations, je ne suis pas expert de ce qu'ils font. Je ne suis pas expert de ce qu'ils vivent. Je viens simplement avec des outils, avec mes observations, avec ma manière de découvrir l'entreprise, de découvrir le projet, de l'éclairer. Et l'expertise, entre guillemets, du projet, c'est toujours l'entrepreneur qui l'a, ou le responsable du projet, ou la source, parce qu'on va parler un peu de source. Tout à Donc, fait. c'est dans ce sens-là que je suis non expert, parce que finalement, les sujets tournent autour un peu du même sujet, mais c'est toujours différent. Et donc, quand je démarre une mission, quand démarre un accompagnement, bah, je ne sais pas ce qui va se passer. Hmm. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que non expert, c'est plus juste que de dire, voilà, je suis un expert, tout va bien se passer. Non, parce que je ne sais pas. Alors, dans le contenu, certainement, mais dans le côté de transmission, tu as une expertise. Parce que, ou pas? Oui, 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 oui. Non, pas du tout. De quoi on parle? Fin de l'émission. Au revoir. Bien sûr que j'ai une expertise et une expérience plus qu'une expertise. Mhm. Je préfère que l'expérience, c'est plus parlant. Parce que les transmissions, en fait, je le vis depuis très longtemps et j'en avais pas forcément conscience. Hmm. Et donc, c'est plus ce côté d'expérience parce que chaque transmission, c'est une expérience différente et nouvelle. Mhm. Et voilà. Mais puis j'ai un peu de mal avec ce terme d'expert, quoi. D'accord. Et du coup, tu t'adresses principalement aux entreprises familiales. Et donc là, je vois tout de suite un lien avec en fait, le fait que tu es baigné dedans depuis très jeune, Mm. peut-être tout petit même. Est-ce que tu peux nous dire comment, en fait, quel est le chemin d'expérience dans la transmission de ton plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui et comment, en fait, ça s'est révélé être peut-être même comment on dit ça, un chemin, Mm. un appel? Mm. Alors évidemment, je suis à la fin de la cinquantaine et j'imaginais pas encore il y a quelques années quand j'ai démarré mon activité d'indépendant en 2018, je pensais pas du tout à la transmission d'entreprise familiale. Et c'est toute mon histoire qui, entre guillemets, m'a rattrapé ou s'est révélée. Et j'ai démarré mon expérience professionnelle, même ma vie, dans une entreprise. Mes parents avaient une entreprise. Donc, tous les deux, ils étaient dans l'entreprise. Ça parlait entreprise le matin, petit déjeuner. Ça parlait entreprise le soir.
À l'époque, donc ça c'est dans les années 70-80, les clients, ils n'avaient pas de difficulté à téléphoner le soir à 21h ou un dimanche après-midi parce que les numéros, c'était affiché. Donc c'était quelque chose qui était tout le temps présent. C'était tout le temps présent. Et à tel point que j'ai travaillé avec eux pendant quelques années. Je les ai rejoints dans l'entreprise parce que ça aussi, c'est encore un sujet. Qu'est-ce qui fait que j'y suis allé ou pas? Quelles sont les loyautés qui étaient en jeu? Donc ça, c'est peut-être un sujet aussi qu'on Ils peut t'ont explorer. demandé à toi de venir ou c'est toi qui as ressenti l'envie d'y aller? Alors c'est toujours un peu complexe ça, parce que évidemment, il y avait eu un élan de ma part et en même temps, il y avait une forme de préparation, de programmation pour, reprendre parce que j'étais le fils aîné. Hem, quand il s'agissait de choisir, de m'orienter, je me suis orienté sur le métier. Mon père avait une ébénisterie, donc j'ai appris ce métier et parce que, j'avais cette intention de travailler avec eux. Après la réalité, elle a été un peu plus complexe que ça parce que moi j'ai démarré ma vie professionnelle à 19 ans, parce que j'ai dû intervenir et interrompre mes études et donner un coup de main à mes parents parce qu'ils n'étaient pas en bonne santé et donc c'est un petit peu, avec une forme de contrainte que j'ai démarré et j'ai voulu m'en échapper à l'une ou l'autre reprise et puis j'ai toujours été rattrapé. Il me dit: «Ah, tu veux plus t'occuper de la production? C'est peut-être le commercial alors, qui te Mmh. va?» Et puis donc, de fil en aiguille, je suis resté et puis j'ai co-dirigé cette entreprise avec eux pendant quelques années et la première transmission en fait que j'ai effectuée, c'est que mon père est mort brutalement quand j'avais 25 ans et les entreprises, de mes parents n'étaient pas en bonne santé. Ma mère était encore présente, mais elle était également malade. Donc, j'ai dû, première transmission finalement, liquider les entreprises. Donc j'ai démarré à 25 ans, par m'occuper de ça. Donc c'était pas très joyeux à l'époque Mmh. et finalement après dans mon histoire, bon, j'ai fait plusieurs choses, dans la suite, hein. Je me suis réorienté vers les ressources humaines, je me suis formé en ressources humaines et j'ai travaillé dans le domaine de l'emploi et de la formation, où j'ai développé une structure, sur une petite vingtaine d'années et quand je me suis mis à mon compte en 2018, mon sujet, c'était d'accompagner les entreprises sur, la fluidité de la communication, la coopération dans les entreprises et à un moment donné, j'ai pris conscience que finalement, tous mes clients, c'était des entreprises familiales. Je me dis: «Ah tiens, c'est marrant ça» Mais et sans le vouloir? attends, c'était Pas vraiment une recherche clé, de cette cible, c'est comme ça que c'est apparu, hein? c'est apparu comme ça. OK. C'est apparu comme ça, je me suis rendu compte que finalement, c'était que quasi tous mes clients, c'était des entreprises familiales. Juste petite parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise Ah, familiale? Parce que je suis pas sûr d'être, je me dis c'est une, entreprise qu'on transmet de père en fils ou de mère en fille d'ailleurs, ou de mère en fils, j'en sais rien, mais alors une entreprise familiale, en fait, c'est quand plusieurs membres d'une même famille, sont dans la même entreprise. d'accord. Et que, OK. alors, en principe, on dit qu'ils sont actionnaires, qu'il y ait plusieurs actionnaires familiaux pour que ce soit une terminologie d'entreprise familiale. C'est vraiment, l'actionnariat qui détermine si c'est une entreprise familiale, quoi. Ensuite, on retrouve dans notre tissu économique, spécifiquement en Alsace, beaucoup d'entreprises qui ont entre 10 et 50 salariés, qui sont familiales dans le sens où il y a une ambiance familiale, il y a un dirigeant patrimonial et qui ne sont pas forcément entourés de collaborateurs. Mais quand on regarde, quand on creuse un peu, souvent, il y a l'épouse, qui gravite un peu, il y a des enfants, des familles Mmh. éloignées dans beaucoup de systèmes d'entreprise comme ça, quoi. OK. Donc pardon, c'était du coup on a passé la liquidation, cette phase et tu te rends compte qu'il y a tout un tas d'entreprises familiales que tu viens de décrire et qu'est-ce qui se produit du coup comme tilt peut-être ou de C'est une prise de conscience? Ouais. Ouais, c'est une prise de conscience. Je me dis: «Bah oui, c'est ça qui m'appelle» parce que je connais les ressorts d'une entreprise familiale. Parce qu'il y a beaucoup de choses, qui se jouent en plus de toutes les questions d'entrepreneuriat, de prendre des risques, de prendre des initiatives. Il y a toute la dimension,
affective, voire psycho-affective d'une entreprise familiale qui se joue avec des relations, avec des choses qui peuvent être un peu cachées, des choses qui ne sont pas révélées ou sous le tapis, des tensions, parfois même des choses très très anciennes qui se répercutent et qui ressortent sur la vie de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment la boucle, entre guillemets, c'est bouclé au moment où j'ai découvert les principes sources. Et là, je me suis dit, bah oui, ça, c'est vraiment le sujet, c'est les entreprises familiales, c'est comment les accompagner dans la transmission de toute la dimension subtile, humaine, émotionnelle, organisationnelle, par rapport à tout ce qui est le droit, la compta, les finances, le juridique, le fiscal, qui est relativement adressé par des spécialistes. Mais toute cette dimension un peu plus subtile, elle est peu adressée. Alors, il y en a qui s'en occupent, mais c'est quand même assez... c'est un peu une zone d'ombre, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es expert dans la transmission du patrimoine immatériel de l'entreprise familiale ou pas? C'est bon. J'ai mon filon pour le challenge. Tu veux vraiment me coller une étiquette d'expert? Non, mais expert dans la transmission de sources, oui. Ok. Alors, du coup, dis-nous quelque chose sur les principes sources, donc cette découverte. Alors, les principes sources, je vais raconter un peu l'histoire, comment j'ai découvert ça, parce que c'est assez intéressant. C'est venu à un moment de ma vie et aussi de ma vie professionnelle. Donc, j'ai démarré mon activité en 2018. En 2022, j'ai eu à prendre une décision importante, justement sur le patrimoine familial, mon patrimoine. Et l'enjeu, c'était... la vente de la maison familiale. Alors là, il y a tout un tas de choses qui ont surgi parce que c'était la maison où mon père avait son entreprise, avec un endroit où il y avait son atelier de production à côté. Et il s'est avéré que il y a eu des circonstances qui ont fait que c'était pour moi un moment opportun pour vendre cette maison. Mais ça a provoqué énormément de remous, énormément de tensions dans la famille et tout. Et donc ça, c'était cette année 2022. Et cette année 2022, j'ai découvert les principes sources parce que j'étais en formation à La Rochelle avec un monsieur qui s'appelle Joël Guyon, avec qui je travaillais justement pour vendre mes prestations, sur peaufiner mon offre et tout ça. Et il me dit, ah bon, tu viens d'une entreprise familiale, toi? Ah, je ne savais pas, parce que je le connaissais depuis un moment. Il m'a dit, bah tiens, j'ai assisté à une journée de formation en Suisse sur les principes sources. Tu devrais t'intéresser à ça. Alors, comme c'est une personne à qui je fais confiance, je me suis intéressé à ça et j'ai commandé le petit livre rouge sur la source. Pas celui de Mao. Hein. L'autre. Écrit par Stéphane Merkelbach. Et quand j'ai eu ce livre entre les mains, j'ai dit, oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça, cette grille de lecture, ces principes qui vont guider mon entreprise pour les années à venir. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience parce que quand on est indépendant, tu le sais bien aussi, dans notre activité, c'est important d'avoir un angle spécifique, d'avoir une clé de lecture ou d'avoir une spécificité qui fait que tu vas attirer des clients qui sont dans cette dimension-là. Et j'ai tout de suite eu l'intuition que, bah oui, ça, les principes sources, c'est vraiment un truc qui va m'accompagner. Et donc, j'ai voulu faire la formation en septembre 2022. C'était pas possible, c'était complet, mais ça tombait très bien parce que je n'étais pas du tout dans les dispositions d'esprit pour suivre une formation aussi impactante. Et donc, j'ai fait cette formation de 2 jours en Suisse, chez mon ami Stéphane, qui est devenu mon ami entre-temps, dans une belle maison en forme de tortue. Et j'étais scotché. Ça m'a scotché, ces 2 jours, c'était... Je l'ai fait à nous tous, ça m'a scotché aussi. J'utilise d'ailleurs certains principes, du coup, maintenant, dans le langage, dans l'accompagnement des collectifs d'entreprises que j'accompagne, parce que c'est un vrai outil impactant. Je le conseille à toutes celles et ceux qui nous regardent. Mais voilà, c'est pour plus soyer sur ce que tu partages. Et pour ceux qui ne connaissent pas
La source. Ouais, ouais. Dit comme ça fait. Tu es profane. Ouais, c'est ça. Sorry. C'est un outil, pourquoi la source? Juste s'il faut le résumer en 2 secondes. Alors, plus qu'un outil, c'est une grille de lecture. Et c'est une recherche qu'a effectuée Peter Koenig, donc qui est le père des principes sources, même si il s'en défend un peu. Il dit non, j'ai juste observé le mode de fonctionnement des entrepreneurs. Il a exploré d'abord la relation à l'argent, Peter Koenig, et ça c'est peut-être encore un autre sujet. Et à un moment donné, il s'est retrouvé avec un collectif, une dizaine de chefs d'entreprise, et puis ils ont commencé à échanger. Tiens, comment toi tu fais pour prendre tes décisions, pour mener tes affaires, c'est quoi le mode de fonctionnement? Et c'est parti comme ça, de ces échanges informels au Canada, en Suisse. Et ça a pris, et ce Peter Koenig, il s'est dit, bah tiens, en fait, il y a des principes, il en a tiré 26 principes. Et le premier, c'est que dans chaque projet, dans chaque entreprise, dans même chaque relation, il y a une personne qui est source de cette relation, de ce projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a eu une intuition, et que cette intuition, elle y a cru, elle a dit ouais, ça c'est une bonne idée, et puis elle a pris un risque. Elle a pris une initiative, et de là naissent souvent les entreprises. Quand on regarde un peu l'histoire des entreprises, effectivement, à un moment donné, il y a une personne qui se dit voilà, ça je vais faire ça. Et cette source, en fait, c'est elle qui a la réponse sur le prochain pas. C'est elle qui sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut développer comme nouvelle activité. C'est elle aussi qui porte l'ADN, c'est-à-dire les valeurs. Ça, c'est un élément pour moi qui est central dans une entreprise, c'est d'avoir une boussole, quoi. Hein. Donc, ces valeurs, cette vision, et qui détermine le champ. Ça, c'est en quelques mots la personne qui est source globale d'un projet, quoi. Mais c'est la même chose pour une relation. On peut avoir dans une relation, par exemple, de couple, il y a toujours une personne qui, à un moment donné, prend le risque de faire le premier pas, de faire le petit geste, ou de faire... voilà. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, ça fonctionne un peu partout. Ça parle couple, alors du coup je suis connecté. Non, mais et ça serait vrai ma question pour bien sûr l'entreprise aussi. En quoi le fait de faire le premier pas, de prendre le risque, d'aller vers le conjoint, la conjointe, et dire ah oui, est-ce qu'on bâtirait pas un truc ensemble? En quoi ça donne une sorte d'élément supérieur, bien sûr c'est pas le bon mot, mais de guidance sur la relation à venir, alors qu'après finalement c'est un destin commun. Tout à fait. Alors, c'est intéressant ta question, parce que je vais tout de suite aborder une deuxième question. Alors, une deuxième approche spécifiquement dans un couple. Donc, il y a une personne qui est source globale, c'est-à-dire qui prend le risque et qui va peut-être avoir la responsabilité du couple. Mais dans un couple, il y a tout de suite l'autre, il devient tout de suite une source spécifique. C'est-à-dire que c'est directement, il y a cette relation qui se crée, et elle, je ne sais pas, il y a une personne qui va être une source globale de la relation, et l'autre, il peut par exemple être source spécifique de l'habitat, source spécifique de l'éducation des enfants. Enfin, voilà, c'est tout de suite une répartition qui se fait, parce que effectivement, une histoire de couple, c'est une histoire à deux, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas forcément une prédominance. C'est d'ailleurs assez intéressant, si je ramène ça au plan de l'entreprise. La source globale d'une entreprise, c'est la personne qui a la réponse sur le prochain pas. Et quand elle a créé son collectif, parce que l'étape d'après, c'est une fois que tu as pris un risque, tu as pris une initiative et tout, bah, tu crées un collectif. Quand c'est pour développer une entreprise. Et soit tu vas chercher des personnes, ou il y a des personnes qui peuvent être attirées vers ton collectif, quoi. Et à partir de là, bah, tu commences à construire un écosystème avec là, cette notion de source spécifique, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont prendre la responsabilité d'une partie du champ. Alors, je vais donner des exemples parce que j'ai suivi la formation, donc du coup, je vais sur le côté du couple. J'ai expérimenté ça avec la mère de mon fils, où moi je pensais globalement on tenait le mât à deux.
Mettons qu'on est le véhicule sur Terre, c'était un bateau. J'aime bien les bateaux. La barre. La barre. Oui. Et du coup, je pensais qu'on était Faut pas tenir le mât. Ça sert à rien. C'est dire à quel point je suis passionné par le bateau. Merci. Du coup, j'ai la barre. Donc, je pensais qu'on était quatre mains à tenir La barre. la barre. Mhm. Et en fait, le jour où il y a eu vraiment des turbulences impressionnantes dans le couple, et du coup, je me suis bien rendu compte que dans la tempête, il fallait qu'il y ait une personne qui tienne la barre pour pouvoir aller vers la vision et la direction. Et donc ça, c'est un des aspects de la source globale. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, et ça faisait quand même 2 ans et demi qu'on cheminait ensemble, que c'était moi, la source que j'avais refusée. Et en fait, qui a fait émerger tout un tas d'enjeux personnels, de peur, d'angoisse pour elle, pour moi, parce que je ne voulais pas prendre la barre, réellement. Et donc, en fait, dans la turbulence, quand elle a lâché, vraiment en disant, bah vas-y, et ben du coup, j'ai dû la prendre. Et en fait, les choses se sont améliorées à partir du moment où moi, j'ai accepté que je suis la source globale, à la fois pour notre fils, à la fois pour la relation, qui aujourd'hui s'est transformée en relation coparentale, mais voilà. Et d'ailleurs, sur la relation coparentale, c'est pareil, je reste la source globale de ça. Parce que j'ai fait Alors après, moi j'ai toujours questionné effectivement, est-ce qu'on devient source globale à partir du moment où c'est nous qui faisons le premier pas ? Après, si on en revient au principe source, tu dis c'est la personne qui prend le risque en premier qui du coup l'est. Toujours est-il qu'on peut transmettre la source aussi. Tout à fait. C'est du coup la transmission. Tout à fait, tout à fait. Et juste pour illustrer l'aspect pro, il y a nous tous, là où j'évolue principalement, où il y a plusieurs projets à l'intérieur. Nous tous pro, j'en suis le porteur. Arnaud Stolz, qui est le fondateur de Nous tous et du coup du champ, donc de tout le périmètre qui se produit, est la source globale en fait, de l'ensemble des projets. Et à l'intérieur, il y a des projets spécifiques comme Nous tous pro que je porte, où je suis autonome, j'ai les propres valeurs du projet, le propre périmètre du projet. D'ailleurs, Abracadabra a émergé dans ce mini-champ. Et donc, ça permet de voir les relations. J'avais envie d'amener peut-être des réponses à cet endroit-là. Je sais pas si... Du coup, je mets une dernière petite question pour ne pas pesantir. Ça se trouve, c'est moi qui capte rien. Non, vas-y. Juste un truc que je capte pas, c'est celui-là vraiment. Moi, par exemple, c'est moi qui ai initié mon couple. Oui. Voilà, c'est moi qui ai fait qui ai pris le risque. C'est moi qui ai initié Isimara, donc ma boîte. Sources. Voilà. Sorry. Non, justement. Mais je j'ai pas l'impression d'avoir. Si je prends ma femme, ça fait 20 ans qu'on est mariés. J'ai pas l'impression de dire je sais où est-ce qu'il faut. Enfin, je porte la notion moi fondamentale de plus qu'elle de c'est quoi le prochain pas. J'ai pas l'impression de porter de porter quoi que ce soit de plus qu'elle sur qu'est-ce que c'est le prochain pas. Et en vrai, sur la boîte, y a souvent. Je sais pas quel est le prochain pas. Il y a ce côté aussi, comme tout le monde, j'essaie de naviguer à vue, quoi, au mieux. Donc j'ai pas la sensation de savoir quelque chose de plus que les autres. Alors, sur le prochain pas, alors sur le couple, ça nécessiterait peut-être d'investiguer un peu, de poser des questions plus sur le fonctionnement. Chérie, désolé. On va peut-être pas le faire en live. On va pas le faire. Prends ta tortue ninja. Elle est tombée. On va pas le faire. Mais en tout cas, c'est intéressant comme grille de lecture. Une fois que tu l'as vu, tu dis ah oui, bah tiens, moi dans le couple, je suis source dans ce domaine. Et la source globale, ça veut pas dire que c'est la source globale, c'est pas un despote. C'est quelqu'un qui est conscient de porter quelque chose. Parce que c'est ça, souvent, là où ça joue, il y a dans certaines entreprises où tu vois très bien qu'il y a une source globale qui est alignée, que ça suit et tout, sans forcément savoir qu'il est source globale, quoi. Je veux dire, sans que le vocabulaire soit utilisé, mais ça se voit. Après, dans certaines organisations, il y a des personnes qui sont sources et qui sont un peu dans le déni de cette source. Et ça, c'est le premier, c'est une des pathologies, entre guillemets, c'est de dire, OK, bah oui, c'est pas moi. Si tu diriges un gros projet avec plusieurs ramifications et que tu sais quel est le prochain pas à faire, même si tu le décides et que tu es souvent dans le doute, et si tu le décides en prenant des avis des uns et des autres, en dialoguant, en te ressourçant et en te connectant à ton intuition,
C'est quand même toi qui sais. Alors, juste pour revenir, je sais pas, dans le projet immobilier, par exemple, je sais pas si vous avez eu un projet immobilier ou de location ou d'appart, je sais pas quoi. Il y a peut-être une personne spécifiquement qui a dit, bah tiens, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et là, est-ce que ça te parle? Oui et non, mais ouais, il y a eu on a des tempéraments différents sur la prise de décision, mais j'ai pas l'impression que ça a été plus ma décision ou plus mon impulsion que la sienne. Ok. Ouais, je sais pas, mais enfin, en tout cas, sur Qui l'entreprise, c'est qui je le vois bien. déciderait si oui ou non, ultimement, vous allez vendre ou acheter? Franchement, je sais D'un commun accord. Vous Ouais, dites je tous les sais deux pas. oui, mais qui Oui. c'est qui dit OK, on y va? Ouais, c'est ça. c'est Ouais, c'est Chérie, pas, c'est sorry. pas simple. C'est moi. mais j'aurais tendance à dire c'est moi, peut-être. Ouais. Mais enfin, mais c'est pas ma réponse d'une certaine manière. Mais si vraiment, Ultimement. il fallait dire un truc, je dirais ça et peut-être qu'elle dirait la même chose, mais je pense. Hmm. Mais voilà. Mais de toute façon, dans un couple, c'est un peu spécifique Oui, par oui. rapport à Il y a moins de l'entreprise. monde, ouais. Parce qu'il y a déjà, il y a que 2 personnes. Après, s'il y a les enfants, c'est encore différent. Et les Mais troubles? il y a il y a une proximité. Mm. Donc, c'est souvent très subtil. Alors, dans la formation, avec Stéphane, il cite un exemple, par exemple, où il avait un participant à une formation qui avait fait les principes sources et tout, et qui était la source globale d'un couple. Et il se trouve que ce monsieur, il a eu une maladie grave dont il devait s'occuper prioritairement de sa santé. Et il a transmis à son épouse à dire maintenant, c'est toi qui vas être source de notre relation, de maintenir ce champ. Et parce que moi, il faut que je me concentre sur guérir. Et effectivement, il a guéri. Et à la fin, quand il était guéri, ils ont fait le point en couple. Ils ont dit, bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Alors, sa femme a dit, écoute, mais moi, ça me plaît bien d'être source globale du Je couple. garde. Mmh. Donc, je garde. Et lui, il était très content aussi. Donc, mais après, effectivement, ça nécessite une connaissance commune de ce vocabulaire, parce que finalement, c'est aussi un vocabulaire, quoi. Oui. Ok. Et pour revenir à ton entreprise, est-ce que là, c'est plus clair pour toi quand tu parles de ton entreprise? Je le vois un peu plus, effectivement. Ok. Mais enfin, je le vois, le côté source, je pense que ça, c'est une réalité qui existe chez nous. Mais effectivement, c'est cette notion de savoir quel est le prochain pas. Certes, c'est sûrement moi qui vais impulser le prochain pas, mais je ne crois pas mieux savoir que l'autre à côté quel est le bon pas à faire. Mais je suis conscient que c'est sûrement moi qui dois impulser ce pas. Alors, il y a une particularité aussi par rapport à ce prochain pas. Justement, il y a plusieurs clés par rapport à la prise de décision. D'abord, la source globale d'une entreprise, d'une organisation, la plupart du temps, elle est dans le doute. De ne pas savoir quel va être le prochain pas. Et là où elle va trouver la réponse, c'est dans l'intuition. C'est effectivement en se connectant à son intuition, parce que la source globale, on peut dire qu'elle a une espèce de canal de connexion à cette intuition, on peut l'appeler comme on veut, qui va lui donner qui va lui donner des grandes lignes. Et pour trouver la clarté, elle va se connecter à son intuition, elle va dialoguer avec son entourage. Elle va poser des questions, comment tu le sens toi, etc. Et puis aussi, elle va se ressourcer, prendre du temps pour soi et laisser décanter les choses. Et quand la clarté est là, c'est assez facile de prendre la décision, quoi. Et du coup, donc, pour revenir à la transmission des entreprises, familiales surtout, à quel moment, en fait, on vient te voir? Est-ce qu'on peut venir à tout moment? Est-ce que c'est quand on a vraiment posé, quand la source globale a posé l'intention de transmettre qu'on vient? Est-ce qu'il vaut mieux anticiper? Comment ça se passe? Alors, dans la transmission d'entreprises familiales spécifiquement, il y a plusieurs angles morts. Et ce qui est souvent... les personnes qui transmettent s'imaginent que ça se passe vite. Or, ça prend beaucoup de temps. Donc, ça demande de la préparation. Donc, idéalement, c'est d'anticiper le plus possible et de préparer, de réfléchir. Déjà que le cédant, il réfléchisse à sa suite. Qu'est-ce qu'il va faire après?
Parce que souvent, dans les transmissions d'entreprises, spécifiquement les entreprises familiales, bah, le cédant, en transmettant, entre guillemets, son bébé, il a un peu l'impression, de mourir, quoi, hein, voilà, que ça va pas, qui va pas, qu'est-ce qui se passe après? Ça fait flipper, quoi, hein. Mmh. Donc, il y a un vrai travail de préparation du cédant, de processus de deuil et de réflexion, comment il veut avancer, tout ça. Et puis aussi, il y a un travail de préparation, des successeurs. Mmh. Est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils ont l'élan d'y aller? Est-ce qu'ils ont, cette capacité de porter? Et ça nécessite du dialogue, ça nécessite des entretiens individuels pour que chacun puisse vraiment s'exprimer librement, parce qu'il y a beaucoup de loyauté familiale, comme j'en ai parlé un petit peu pour mon cas, où on se dit finalement, j'y vais sans avoir vraiment envie, mais j'y vais quand même parce que tout le contexte est là et puis ce serait dommage, c'est la boîte familiale, c'est la deuxième ou la troisième génération. Donc c'est un peu de faire le tri de tout ça. Qu'est-ce qui se joue vraiment? Est-ce que c'est un élan, ou est-ce que c'est des loyautés qui nous amènent ou qui nous poussent à ça? Mmh. Donc là, il y a un premier sujet, de réflexion et parce que dans la transmission d'entreprise familiale, on a 4 transmissions. Dans toutes les entreprises, on a 4 transmissions. Il y a la transmission, du savoir, donc ça c'est nécessaire d'avoir les compétences. Donc est-ce qu'effectivement la génération suivante a les compétences, l'élan? Mmh. Et auquel cas, il y a peut-être des formations à mettre en place. C'est pour ça que je dis que c'est bien de préparer en amont, parce qu'un tel, bah oui, il faudrait peut-être qu'il aille voir 1 an ou 2 ailleurs, ou pour se spécialiser dans un truc, ou faire une formation en gestion, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et donc ça, c'est le premier, c'est le savoir. Le deuxième, c'est l'avoir, c'est les titres. Ça, c'est assez facile, entre guillemets, parce que, bon, il y a des spécialistes sur ça. Alors, pour les entreprises familiales, il y a des dispositifs fiscaux, le pacte Dutreil qui permet de transmettre avec une fiscalité très avantageuse. Donc ça, souvent, les entreprises sont au fait de ça ou leurs conseils. Et donc, tout le côté juridique fiscal. Et ensuite, il y a le pouvoir. Ça, c'est déjà moins simple, hein, parce que souvent, il y a une cohabitation de plusieurs générations. Et comment est-ce que la nouvelle génération trouve sa légitimité? Quelle va être la posture du cédant? Mmh. Et enfin, il y a la transmission de la source. Ce dont on a parlé, ce côté beaucoup plus subtil de dire comment est-ce que je suis sûr que le prochain pas, c'est comme ça? Comment est-ce que je sais si le champ de l'entreprise, il faut qu'il bouge ou pas? Est-ce que ma vision, je la fais évoluer? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, souvent, c'est pas transmis, même dans les entreprises classiques. Quand il y a une transmission d'entreprise entre un cédant et un repreneur, j'ai accompagné également quelques entreprises dans ce domaine-là. Bah, il y a pas souvent, c'est pas adressé. C'est-à-dire que le gars, il reprend, mais il perd tout ce côté subtil, comment je trouve la clarté, comment je décide, comment je crée un nouveau département, et Mmh. tout ça, c'est ce côté-là un peu subtil sur l'organisation aussi, sur les relations avec les personnes, que j'adresse, spécifiquement. Et donc, voilà, c'est 4e transmission, donc transmission, de la source, quoi. Donc C'est la demande initiale des entreprises familiales ou des dirigeantes et dirigeants qui viennent te voir, est-ce qu'ils sont déjà conscientes ou conscients de ces 4 transmissions? Est-ce qu'ils viennent en fait juste parce que en fait, tu as bien brandé quelque part ton entreprise et que tu t'adresses directement à eux et donc ils viennent te voir? Ou est-ce que du coup ils viennent parce qu'ils ont ce sujet et qu'ils se disent tiens on va explorer et du coup par quoi tu commences ou sur quoi savoir, avoir, pouvoir, source? Mmh. Est-ce que toi tu as une spécificité de travailler avec un écosystème sur les différentes choses? Comment ça se produit vraiment pour bien comprendre? Alors, moi, j'accompagne toute cette partie, de «relationnel» entre guillemets, la partie humaine, la Mmh. partie organisationnelle, avec un état des lieux, avec des entretiens, où chacun puisse s'exprimer et puis ensuite une mise en commun avec un atelier principe source OK. pour qu'il y ait, une approche commune, Mmh. avec, également un atelier, sur la relation à l'argent, parce que chacun a une relation différente, avec l'argent, fait une Dans les projection différente. entreprises. Comment? Et puis dans les entreprises Ah bah, oui. familiales, enfin Ah bah, dans les oui. familles, c'est un vrai sujet. Enfin, Ah oui. bon, on pourra en revenir après hein, là-dessus. Ça va dévaler. Ça va dévaler sec. Et donc, c'est de faire déjà cet état des lieux et puis après, bah, j'ai des partenaires,
avocats, fiscalistes, qui sont en capacité de faire une évaluation aussi de l'entreprise. Donc, des comptables, j'ai un écosystème avec lequel je coopère sur ces questions plus techniques, quoi. Parce que moi, je ne suis pas un technicien de tout ça, quoi. Je ne suis pas expert, quoi. Pilote de la transmission. C'est ça. Pilote de la transmission. Et j'ai une petite question. Imaginons donc je gère une entreprise. Mon fiston, il a rejoint la boîte, il bosse dans la boîte. C'est un branlos. Ouais. Parce que ça pourrait être la suite de la question. J'ai déjà entendu un dirigeant me dire ça. Ah ouais, voilà. Et non, mais ça pourrait être une autre question. Et du coup, j'ai le projet de transmettre. Ou peut-être que le fils ou la fille, peu importe, bosse pas encore dans la boîte, mais j'ai le projet de transmettre. C'est combien de temps en avance il faut quel laps de temps il faut prévoir pour selon toi, faire une bonne transmission? Bah, c'est souvent 2-3 ans. Ok. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est rarement le cas parce que il arrive que le cédant, il se réveille. Ah oui, il faut faire vite, impact du trade. Enfin, donc, il y a toutes ces questions. Les angles morts de ça, justement, c'est le temps de la préparation. Et certains dirigeants qui ont du mal à lâcher, quoi, à transmettre, quoi, parce qu'il y a tout ce côté psycho-affectif qui est en jeu, quoi. Donc, il y a un accompagnement à la fois du cédant et un accompagnement des repreneurs. Et je travaille également dans ces configurations-là. Il m'arrive de travailler avec d'autres accompagnateurs, d'autres coachs pour que chaque génération, entre guillemets, soit prise en compte dans sa spécificité, quoi. Et le temps, ça, c'est vraiment c'est un vrai sujet, quoi. Parce que les entreprises qui transmettent, elles n'ont pas conscience du temps que ça prend. Souvent, elles n'ont pas conscience de ces spécificités de transmission de source, de transmission de tout le côté un peu immatériel. Et alors, ça pose aussi une question. Moi, je peux travailler avec des entrepreneurs qui ont cette ouverture et qui ont cette capacité de remettre en question leur certitude. Parce que quand on dit à une personne, oui, tu es source de ton entreprise, et tu dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin, voilà, quoi, hein, je veux dire. Donc, ça nécessite aussi une maturité de réflexion et aussi une capacité de dire, OK, à un moment donné, je vais devoir transmettre. Parce qu'il y a plusieurs... Enfin, il y a je connais plein d'exemples où les dirigeants historiques, ils sont restés, c'était... Le successeur, il n'avait pas de légitimité. Enfin, il y a plein d'histoires extrêmement, comment dire, ouais, même terribles, quoi. Je veux dire, j'ai interviewé un certain nombre d'entrepreneurs qui ont repris ou qui ont... mais souvent, c'est des histoires vraiment pas cool, quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et il arrive quand même assez couramment que ça se passe plutôt mal, quoi. La transmission entre générations, quoi. D'où l'intérêt d'accompagner toute cette partie-là. Et encore une fois, c'est pas évident comme démarche ni pour les cédants ni pour les repreneurs de se faire accompagner sur ce sujet-là, quoi. Alors, parce que ça me concerne directement, je me demandais, est-ce que les entreprises familiales, on parle d'entreprises type industrie, type TPE, etc., ou est-ce qu'on parle aussi, par exemple, de patrimoine type SCPI, holding, qui concerne plusieurs structures avec un patrimoine immobilier, mais en fait, très certainement est connecté ou pas, consciemment ou pas, un patrimoine immatériel. Est-ce que ça aussi, c'est une demande que tu rencontres? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessiterait d'être préparé aussi? En tout cas sur le versant immatériel, parce que le côté matériel, en fait, il n'y a pas le choix. Il y a un moment, il y a un décès, il y a un héritage, il y a l'État qui va venir piocher. C'est ça. Donc, mais du coup, l'immatériel, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu vois dans ton champ qui est, où il y a de la demande ou... Alors, pour l'instant, je n'ai pas accompagné ce type de transmission. Et je serais ravi de le faire. Donc, c'est parce que c'est les mêmes tenants et les mêmes aboutissants. Avec peut-être encore un impact et un risque fiscal encore plus élevé, quoi. Parce que si, admettons, une personne, enfin d'une famille, possède un patrimoine immobilier conséquent, là, les droits de succession, ils sont costauds, quoi. Donc souvent, si c'est pas préparé, si c'est pas anticipé déjà fiscalement, l'État va se servir, quoi. Et souvent, la seule solution, c'est de vendre une partie de ce patrimoine pour pouvoir payer les droits de transfert.
Mais d'où effectivement cet intérêt pour les principes sources, parce que c'est une prise de conscience de dire, OK, j'ai pas seulement un patrimoine matériel immobilier à transmettre, mais j'ai aussi à transmettre comment moi je gère, comment je l'ai constitué, ce patrimoine, et quelles sont mes valeurs. Parce que c'est ça, finalement, dans l'ADN d'une entreprise. Pour moi, enfin, c'est aussi un peu développé dans les bouquins de Stéphane et puis dans l'approche de Peter, c'est de dire la chose qui est immuable quand tu transmets une entreprise, c'est les valeurs. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile entre un cédant et un repreneur. Alors souvent, quand c'est intrafamilial, les valeurs sont communes. Mais quand c'est un cédant qui transmet à un repreneur extérieur, il peut y avoir un choc des valeurs. Et là, ça peut faire très mal, quoi, parce que les salariés s'y retrouvent pas, quoi. Ils ne comprennent pas, c'est quoi les nouvelles valeurs, là. La vision peut bouger, mais les valeurs, c'est important qu'elles soient stables, quoi. Et donc, par rapport à ce que tu évoques, bah, c'est pareil. Je veux dire, tiens, quelles sont mes valeurs à moi et ma vision d'investisseur, parce que là, en l'occurrence, c'est de l'investissement dont on parle, quoi. Qu'est-ce que je porte? Mais il y avait une vision de base, j'imagine, c'est souvent des parents d'ailleurs qui construisent un patrimoine. Là, tu parlais de cette maison dont tu hérites quelque part. Enfin, il y a une projection de j'ai envie de mettre à l'abri mes enfants. Et comment. D'ailleurs, je suis actuellement en train d'y penser pour mon fils, parce que s'il m'arrive quelque chose demain, comment j'anticipe ça? J'imagine que pour vous, c'est pareil avec tes enfants. Ah bah. Et tu as 4 enfants, donc, oui. Donc peut-être parlons-en. Non, mais je pense que c'est un vrai sujet, quoi. Avec plaisir. Alors moi, je suis passionné par le développement personnel depuis de nombreuses années. Donc mes enfants, je leur préconise ou je leur offre des bouquins, des lectures. Ils les lisent jamais, quoi. Mais c'est d'ailleurs assez marrant. Et t'as essayé les podcasts? Parce que moi, je suis pas en lecture, mais par contre, s'ils sont audio, je peux les entendre. Peut-être. Et il y a à peu près 1 an, je les ai réunis tous les 4, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'ils sont un peu... Il y en a une qui est en Espagne, il y en a une qui est à Paris, il y en a un qui se baladait, à un moment, il y en a une qui était en Asie. Enfin voilà, donc ça a un peu bougé. Et l'an dernier, je les ai réunis tous les 4 aussi, parce que j'étais dans cette réflexion-là. Et je leur ai dit, voilà, s'il m'arrive quelque chose, je veux pas que vous soyez ennuyés. Donc, que vous sachiez pas comment tout ça fonctionne. Et donc, j'aurais fait... j'étais totalement ouvert et transparent sur mon patrimoine. Et je leur ai dit, voilà, ça c'est comment ça fonctionne, mon patrimoine. J'ai une entreprise. Alors, pour l'entreprise, là, je leur ai donné un contact de mon expert comptable, s'il m'arrive quelque chose, pour qu'ils puissent se débrouiller, quoi. Je leur ai donné j'ai mis sur une clé, enfin, toutes les infos importantes. Et ils étaient au début, ils étaient un peu dubitatifs, quoi. Et voilà, pour moi, c'est OK, parce que c'est important d'être transparent aussi par rapport à ça. Et souvent, c'est un peu ça qui les a peut-être surpris, parce que bah, j'ai tout sorti, quoi. Mes comptes, mes machins, enfin voilà. Enfin, j'étais totalement transparent, quoi. Et pour qu'ils sachent. Parce que moi, quand j'ai démarré donc la succession de mes parents, c'est une succession très complexe. Très, très complexe, parce que mon père, enfin, quand ils sont morts, ils avaient des dettes. Donc, c'était pas simple à gérer, quoi, hein. Et je pense que ça aussi, pour moi, ça a été un peu un frein dans le développement de mon activité, quoi. Mais ça, c'est une projection, quoi. Et donc, mes enfants, pour moi, ce qui est super important, c'est que bah, déjà, je leur laisse pas de dettes, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à ta question sur les enfants, quoi. Et du coup, en fait, autant pour les enfants que pour les clients, quelles sont les conditions nécessaires minimales, en fait? Quelles sont les conditions minimales pour pouvoir assurer une bonne transmission? Là, tu as parlé de transparence, communication, conscience et remise en question des certitudes, et je veux y revenir après. Mais est-ce qu'il y a d'autres conditions clés que tu observes dans tes pratiques, dans tes expériences, justement, comme tu le disais? Avoir une capacité de dialogue. OK. Et avoir une capacité aussi à regarder les ombres. Parce que dans toutes les... Qu'est-ce que tu appelles une ombre? Une ombre, bah, c'est à un moment donné, dans une relation, par exemple une relation avec un enfant, bah, il y a des trucs qui se sont mal passés. Il peut y avoir dans les entreprises familiales
des histoires de branches, de jalousie, Mm. des trucs comme ça. Donc, c'est à un moment donné d'avoir la maturité et la capacité de mettre tout ça, alors, tranquillement, quoi, hein, je veux dire, Mm. de regarder ça et de dire, OK, Pas faire un ben, déni de réalité en c'est ça, disant je le mets sous le c'est ça. tapis. Ouais. Et de dire, OK, ben, maintenant, il y a des trucs, parce qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, souvent de manière inconsciente. Mm. Et là, l'enjeu, c'est de conscientiser les choses et de dire, OK, maintenant, pour que les choses se passent bien, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Comment on fait? On se met autour de la table et on parle. Alors ça, déjà ça, c'est pas évident, C'est quoi. le mieux. Mais c'est pas évident. C'est C'est déjà pas bien. évident. C'est pas évident. Et peut-être une question toute bête, mais tu disais dans la transmission, il est important de transmettre les valeurs. Donc tu parlais de ça en entreprise, mais tu l'as aussi dit même familialement, dans une entreprise familiale. Mais pourquoi en vrai On pourrait très bien dire que les valeurs, les cartes sont rejouées. Moi, je sais que j'en discutais avec ma femme, justement. Là, on parlait du familial, mais ça serait sûrement vrai en entreprise. On se disait, tiens, est-ce que on leur met leur compte à leur nom, on met des sous dessus, puis après, ils en feront ce qu'ils veulent. OK. Ou alors, est-ce qu'on capitalise à notre nom et puis on investira dans des projets, les leurs, mais avec une sorte de droit de regard, le nôtre, quoi. Donc, ça résonne. Moi, Je t'invite à regarder l'émission avec Émilie de Dieu-Richeton. Oui. Sur la gestion de patrimoine pour les enfants. Exactement. Mais tu vois, juste exemple tout pratico-pratique, Mhm. qui dit que quand même, au-delà de ce truc un peu là où les deux voix, nous on a choisi un peu les deux en fait, mais il y en a un où tu n'as pas droit de regard sur les valeurs, et droit de regard dans le sens positif du terme, dans le sens j'essaye d'amener mon enfant vers quelque chose qui me semble bien. Et voilà. Mais est-ce qu'il faut effectivement transmettre des valeurs, ou est-ce qu'il faut transmettre et laisser peut-être des choix complètement inverses s'opérer? Alors, quand tu parles de valeurs, moi, je vois deux choses. Donc, en éduquant nos enfants, en les faisant grandir, on leur transmet automatiquement des valeurs, Mhm. que ce soit consciente ou non. Voilà, on va, je veux dire, le goût du travail, l'honnêteté, comme ça, des principes de vie qu'on leur transmet en fonction de nos valeurs à nous. Et donc, ça, la plupart du temps, ils le portent, donc ils vont le garder. Après, sur la gestion de leurs valeurs, ou comment toi, tu leur donnes de la liberté pour gérer du patrimoine, ça, c'est un autre sujet, quoi. Parce que, mais si dans l'éducation, il y a une transparence, l'authenticité, etc., qui ont été transmis, bah, ils vont le garder, ça. Et c'est pour ça que dans les entreprises familiales, la transmission des valeurs, souvent, c'est pas trop ça le sujet. Souvent, elles sont pas écrites, elles sont pas dites, elles sont indicibles. Alors, les mots peuvent changer, tu vois, en fonction d'un peu du travail que tu fais, mais ça restera toujours quelque chose qui est un socle assez puissant. Il n'y a pas l'enfant qui arrive et qui arrive gonflé à bloc et qui dit bon, avant c'était ancienne génération, maintenant me voici, orgueilleux, peut-être avec une énergie aussi, hein, mais quand même orgueilleux, et qui dit allez, maintenant nouvelle définition pour ses valeurs. Avant c'était old school, quoi. Alors, c'est plutôt sur la vision que ça va se jouer, ça. Ok. Mhm. Tu vois, la vision, elle va bouger. Forcément, la vision va bouger, le périmètre va bouger. Il y a certaines entreprises où la génération suivante a pris des décisions drastiques de changer totalement de modèle économique, de changer, de plus produire, ou plusieurs possibilités. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est que les valeurs, ça reste quand même un socle qui est assez immuable. Alors, il y a un ouvrage par rapport à ça que je trouve très intéressant, c'est Les dynasties alsaciennes. Alors, c'est de No. Tu connais? Donc, c'est un ouvrage qui retrace les dynasties industrielles alsaciennes depuis le XVIIe, quoi. Et puis, souvent, on voit que les valeurs, elles ont toujours été là. C'était toujours quelque chose d'hyper présent, quoi. La vision a peut-être changé. À un moment donné, ils ont fait autre chose. Et c'est passionnant parce qu'on voit que finalement, dans les transmissions, souvent, les valeurs, c'est le socle central, quoi. Mhm. Trop bien. Mais
Justement, est-ce que ce n'est pas une certitude d'un dirigeant ou pas? En fait, tu as parlé de certitude avant Mmh. et de cette capacité à se remettre en question quelque Mmh. part Mmh. et dans l'explicatif que j'ai vu sur ton site internet, autour de ton activité, tu parles de remettre en question certaines certitudes. Du coup, moi, quand j'ai lu ça, je me suis demandé, en fait, quelles sont est-ce qu'il y a 2-3 certitudes qui reviennent, généralement, pour les personnes, qui transmettent un patrimoine ou une entreprise familiale, là, pour le coup, Mmh. et qui sont un peu dans le verbatim, c'est-à-dire, je viens parce que enfin, j'ai cette Mmh. certitude et tu la vois, réapparaître encore et encore. Mmh. Il y a un 1er sujet là qui me vient, c'est la capacité du cédant à faire confiance à la génération suivante. Et ça souvent, dans plein d'histoires que j'ai entendues, «Oh tu y arriveras jamais, c'est trop gros pour toi, n'y va pas, mais vas-y quand même». Enfin une espèce d'ambivalence où, le cédant, il a, envie qu'il réussisse et en même temps il a pas envie parce qu'il va être remis en cause lui Mmh. et il se dit: «Mais il va peut-être faire mieux que moi». Il y a souvent ce genre de choses donc c'est ça, pour moi, les certitudes, c'est de dire: «OK, à un moment donné, je lâche la barre». Mmh. À un moment donné, je transmets et je transmets vraiment avec, une manière volontaire de dire: «OK», avec parfois même un côté symbolique: «À partir d'aujourd'hui, c'est terminé pour moi, c'est toi qui prends les décisions». Ça c'est le moment, le momentum qui est pas simple pour le cédant à concevoir, de dire qu'à un moment donné, il va plus prendre les décisions, quoi. Mmh mh. Mmh. Et c'est là où c'est ces certitudes-là, c'est cette capacité d'ouverture d'esprit que je cherche. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où où les dirigeants, ils ont plus de 70 ans. J'ai une entreprise en tête où, le dirigeant était là jusqu'à 80 ans. Il venait tous les matins, Il lâche pas. il lâche pas. Et derrière, c'est très compliqué Mmh. pour, le successeur de trouver sa légitimité, quoi. Mmh. Et de se faire accepter, il y a aussi des côtés symboliques avec le bureau et tout ça, quoi. Je veux dire, et où on se rend compte que, bah, en fait, quand le patriarche ou le père est là, bah, tout le monde vient le voir, quoi. Mmh. Mmh. Donc C'est c'est rigolo. Moi, ça m'a longtemps travaillé ça. Je me suis dit, je réagis un petit peu, mais déjà très jeune, 18 ans, et cetera, «Ah, pourquoi mes parents, ils voient pas que je suis un adulte, un vis-à-vis maintenant?» Et du coup, c'est une lame de fond, pas problématique, hein, mais un truc, de dire: «Tu sais, c'est rigolo, ils me considèrent encore, comme un Mmh. enfant». À certains égards, certaines remarques, certains machins. Et aujourd'hui, que moi j'ai des enfants, d'un seul coup, Mmh. je la ramène moi. Ah. Et d'un seul coup, je comprends leur posture. Je comprends qu'ils m'ont essuyé le derrière. Je comprends Ouais, bien sûr. qu'ils ont ramassé les vomis quand il y avait les vomis, les régurgies, et cetera. Ouais. En fait, je vois ça et je me dis: «Oh, mais comment est-ce que eh bien, aujourd'hui ils peuvent, oublier, que je suis ça aussi, Ouais, cet enfant qu'ils ont porté, tout ça». ouais, Donc aujourd'hui, je la ramène moins par rapport à ça et je comprends mieux pourquoi est-ce ouais. qu'ils Mmh. peuvent pas perdre ce regard. Voilà, à certains égards en tout cas. Alors, là, on passe C'est sur un autre psychologique, hein, presque. sujet, ouais. Et il y a un excellent bouquin, je me souviens pas de l'auteur. Le titre, c'est «Vos enfants ne sont plus vos enfants». Et ça, Waouh! ça, c'est aussi un truc que j'ai Et le offert à mes sous-titre enfants. c'est, «Vos enfants n'ont jamais été vos enfants, ils appartiennent à l'au-delà», mais c'est tout, mais on Ça, le c'est dira autre chose. pas. Oh la Ça, vache! c'est autre chose. Si t'as ça sous le sapin, il y a un message, tu sais, vos enfants sont plus vos enfants. Tiens papa! Mais oui, parce que finalement, à un moment donné, on a en tant que parent cet inconscient où on a encore parfois des réminiscences où on va engueuler un gamin qui a 34 ans. Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais non, juste tais-toi. Je veux dire, c'est un adulte. Donc là, il y a tout un switch qui se fait. Alors, on admet que les individus deviennent adultes autour de 25 ans. Donc, je pense que ça bouge en fonction des personnes, quoi. Et à partir de ce moment-là, en fait, pour moi, l'enjeu, c'est d'instaurer une nouvelle relation. Mmh.
Et donc là, moi, je me considère comme mes enfants, ça reste mon fils, mes filles, et en même temps, j'ai plus rien à leur dire. J'ai plus de voix au chapitre sur leur choix de vie. Et c'est difficile parce que j'ai des enfants qui ont entre 37 et 27 cette année. Et je suis en train de retravailler ma posture avec eux. Et c'est moi qui dois bouger ma posture. Mais tu Parce restes que, dans la transmission, oui, pour le coup. ben oui, mais seulement je les mets, on rentre dans une relation d'équivalence. Hmm. Et c'est ce que je suis en train de construire. Alors, c'est ce que je te disais en off, quand on était dehors en train de prendre l'air, j'ai passé un week-end avec mon fils et on était dans une relation différente ce week-end Hmm. parce que, et parfois, je voyais ce truc tout con quand il a fait des pâtes et tout. Et je lui dis, non, mais il faut faire ça comme ça. Je dis, oh, merde. J'ai ripé. J'ai ripé. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant, mais cette question de la génération, quand est-ce que finalement tu te détaches de ton rôle de parent nourricier, entre guillemets, Hmm. pour rentrer dans une relation où tu es toujours à leur service, hein, je veux dire, Hmm. et je l'expérimente aussi parce que je suis grand-père depuis quelques semaines, et ça, c'est Félicitations. assez, merci, c'est assez extraordinaire, quoi, parce que là aussi, j'ai envie de dire des trucs à ma fille, mais je dis rien parce que je dis c'est elle qui fait comme elle le sent, quoi. Et c'est pas à moi, avec ma grille de lecture, de dire des choses, quoi. Ouais, petite dédicace à mon papa qui, en étant devenu grand-père, me dit souvent je te dis ça, mais je dis rien. Hein. C'est sa technique à lui pour Ok, dire ok, je me suis retiré, mais je te dis quand même. Bon. Alors moi, j'essaie de leur dire, si tu as des questions, je peux te donner mon éclairage, mais après, tu fais ce que tu veux. Mais ouais, c'est pas facile. Ouais. Après juste pour rebondir sur ce que tu partageais et accueillir derrière Johanna, je pense qu'il y a vraiment pour moi aussi eu un shift avec notamment avec mon père, parce qu'en plus j'ai un fils. Du coup, il y a la lignée père. Je sais pas comment ça se passe pour les femmes avec leurs filles, mais en tout cas, d'ailleurs, on pourrait demander à Johanna. Mais en tout cas, pour mon père, j'ai vu qu'il y a un nouveau système de communication qui s'est mis en place à partir du moment où il y avait son petit-fils, le fils et mon père. Et du coup, j'avais partagé à un ami, et je veux le partager là, qu'en fait, il y a eu un déclic de ce que ça a changé. C'est le moment où, en fait, je parlais de moi en tant que père à mon père. Mon fils était là. Et je lui ai dit, c'est vraiment pas facile d'être papa. Et en vrai, je sens les émotions. Et en vrai, je disais à mon papa, je suis désolé dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai dit, ouais, j'ai tiré à vue des erreurs que tous les parents font. Bien sûr. Et en fait, j'ai vu à ce moment-là, dans son regard, j'ai conscientisé dans son regard qu'il comprenait que j'étais en train de lui parler à lui, mais de ma situation. Enfin, il y avait un truc comme ça en ternaire qui a été facilité par le fait qu'il y ait une nouvelle vie et un enfant. Et ça a été pour moi libérateur. Et puis ça a permis en fait de... Et quelque part, je me demande si c'est certainement dans la transmission en fait de ce qu'il m'a transmis et que j'ai pu comprendre aussi parce que je suis devenu papa. Bah oui. Comme quoi. Juste pour encore un dernier partage par Bien rapport sûr. à ça. Ma conviction, c'est qu'en tant qu'adulte, en tant qu'individu, on a une responsabilité par rapport à ce qui nous est arrivé de choisir la réponse. Parce que en tant que parent, il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu feras des conneries. Et Merde. tu vas créer des névroses chez ton fils, tu vas créer des trucs, de l'instabilité, tout ça. Pas envie de l'entendre. Je le mets sous le tapis. Oui, mais c'est une réalité. Ouais, Après, à un moment donné, aussi, c'est un peu le message que j'essaie de transmettre à mes enfants. À un moment donné aussi, en tant qu'adulte, tu as le choix de ta réponse. Tu peux plus rien faire par rapport à ce qui s'est passé. Si ton parent, il était, je sais pas cool à un moment donné, ou qu'il a généré du stress, des peurs, je sais pas quoi, tu peux plus rien faire sur ça. Par contre, ta réponse aujourd'hui, c'est que tu peux être proactif dans la manière dont tu gères le truc et faire la distinction entre ce qui s'est passé et la personne, quoi. Donc ça, mais ça, c'est... Ça s'accompagne aussi, j'imagine. Ouais, c'est un travail.
Pour moi, c'est dans les espaces entre hommes que je peux explorer ça. Dans le fumoir. Non, mais il y a un grand feu au milieu. Imaginaire des fois avec les sources. Très bien, je nous invite à accueillir sur le plateau Johanna Schwartz qui va faire une chronique et amener de la fraîcheur et de la jeunesse. Hello, hello. Hello. Bonjour. Bienvenue à toi Johanna sur le plateau. Merci On a hâte de beaucoup. découvrir ce moment avec toi. Absolument, parce que du coup, comme je t'avais dit tout à l'heure en off, cette histoire de transmission d'entreprise familiale, ça me touche de très près. D'accord. Parce que justement, mon père et ma sœur ont plus ou moins créé une entreprise ensemble. Ok. Bon, en tout cas, ils sont tous les deux actionnaires de l'entreprise. D'accord. Mon père l'avait créé avant, ma sœur a rejoint. Ok. Et là, ils sont dans la phase où ils bossent ensemble. Et Thomas, j'ai besoin de ton aide. C'est bien. J'ai besoin de mon aide. Si la famille voit l'émission, parfait. Il y a beaucoup de dynamiques qui sont compliquées. Parce que je t'avoue que quand on m'a appris que ma sœur et mon père allaient du coup mener leur barque ensemble et qu'en plus il y avait le copain de ma sœur qui allait se rejoindre à l'équation, moi mon premier réflexe c'était de me dire oh le bourbier là elle est mal et je me suis dit au-delà du fait de la transmission qu'il y a en interne, ça au pire c'est leur affaire, est-ce que tu as aussi des clés à donner pour la gestion de ça au sein de la famille qui est hors de l'entreprise? C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure dans ta famille, ils parlaient entreprise au dîner, ils parlaient entreprise tout le temps. Moi, c'est un peu le cas aussi. Et il y en a marre. Il y en a marre. Il y a un moment, comment je leur dis, en essayant d'être compréhensif avec eux, comment je leur dis, c'est votre truc, ok, c'est familial, mais laissez ça de côté pour le reste de la famille aussi, quoi. Tout simplement comme tu viens de le dire là. Ouais, mais ils le prendraient pas bien. C'est J'ai dans la essayé de boîte. le dire plein de fois, mais Ah ouais. en fait, je leur ai déjà dit plein de fois de manière Soft. soft et pas soft, hein. Voilà, je reste direct Fidèle à aux moi-même. personnes. Fidèle à moi-même. Ouais, c'est compliqué quand même. Comment même toi tu gérais avec ta famille à l'époque? Moi, avec ma famille, j'ai pas trop eu le temps d'y penser et d'y réfléchir parce que très vite, comme j'ai eu des responsabilités importantes à 19 ans, mon père, il m'a dit, il avait une ébénisterie avec une trentaine de salariés et il m'a dit, bon, à partir de demain, tu es responsable de la production. Je dis, ah, ok. Oh waouh. Et donc, voilà, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Mais pour répondre à ta question, je trouve que ce qui est intéressant, c'est peut-être que tu puisses déjà avoir un dialogue avec chacun d'entre eux individuellement pour leur partager ton ressenti. Tu vois, ce que toi, tu ressens par rapport à ça, je sais pas, ça pourrait être, je sais pas, moi, je me sens exclu de vos trucs ou ça m'intéresse pas parce que moi, j'ai envie qu'on discute de nos vies, voilà. Partir de ton ressenti et le partager individuellement avec chaque personne. Parce que si tu vas les prendre pendant un repas familial, les 3 ou les 4, il y a des chances que ça se passe pas trop bien, quoi. Et donc, si tu le fais en toute intimité, en partageant vraiment ce que toi, tu ressens. C'est ça, pour moi, la clé. C'est pas, ah non, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Moi, quand je participe à un dîner familial et que, je sais pas, ça pourrait être ça, et que je vois que vous parlez que de l'entreprise, moi, je me sens gêné, je me sens exclu, je me sens, je sais pas quoi, ça m'ennuie, ça m'intéresse pas. Et donc, de pouvoir passer ce message individuellement à ta sœur, individuellement à ton père, et d'entrer en dialogue, de dire, tiens, j'aimerais qu'on aborde cette question-là, quoi. Après, c'est pas facile de le vivre, hein. C'est-à-dire qu'ils ont forcément tout le temps des trucs sur le feu, quoi. Et toi, comment tu vis ça de pas être dans l'entreprise? Oh, moi, je le vis très bien. Il n'y a pas de souci. Enfin, c'est un monde. Je suis bien là où je suis, dans un truc plus créatif, quoi. Ok. Ouais, eux, ils sont vraiment. C'est des entrepreneurs, quoi. Et nous, on est bien de t'avoir. Ouais. T'as pas eu peur de question, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de fratries. Il y en a un qui reprend, pas l'autre. D'être lésé économiquement d'une manière ou d'une autre, pas forcément tout de suite, mais plus tard. Est-ce que toi, tu as eu ce truc de dire tiens, je vais me faire rouler?
C'est-à-dire, j'ai Sur pas le plan compris. économique, Être lésé. ma sœur va toucher plus d'argent que moi de l'héritage familial. Ah ouais, non, ça, je m'en fiche complètement. Ok. Ah non, clairement. J'imagine De toute que façon, c'est une problématique Ah oui. qui se vit, quoi. ouais. Alors, c'est dans les entreprises familiales, souvent la question, c'est comment est-ce que je fais pour transmettre de manière égalitaire? C'est impossible. Ah bon? C'est impossible. Comment ça? Parce que tu pourras jamais créer quelque chose d'égalitaire. Parce qu'il y aura. Prenons, prenons ton exemple tu vois, un appartement là, un appartement là. Tu peux jamais avoir un appartement qui vaut exactement la même chose, quoi. Comme tu peux pas avoir une entreprise. Est-ce que tu contribues à l'entreprise et tu restes actionnaire dormant? Comment réagissent ceux qui sont actionnaires actifs? De bosser, celui qui n'est pas dans l'entreprise va dire moi, on voit les dividendes chaque année, quoi. Hein. Ceux qui sont là, qui triment, et qui disent non, cette année, on va pas faire de dividendes parce qu'il faut qu'on investisse. Ah bon, comment ça? Moi, je veux des dividendes. Donc, c'est des vrais sujets de réflexion et c'est aussi ce sujet-là. Après, souvent, dans les entreprises, quand il y a dans les familles, quand il y a une entreprise, il arrive qu'il y ait également du patrimoine à côté. Donc, ça peut être dans ce sens-là, ou ça peut être des frangins ou des frangines qui rachètent les parts de leurs frères. Parce que là aussi, il y a des transmissions où souvent c'est hyper morcelé, quoi. Tu peux te retrouver s'il y a plusieurs branches familiales avec un actionnariat familial totalement éclaté. Et là, celui qui reprend, il dit ok, moi je veux bien reprendre, mais je veux la majorité, quoi. Et à ce moment-là, il faut trouver les moyens, racheter de parts. Et puis ça peut être du partage. Il y a un enfant qui on transmet des parts, à l'autre on transmet du patrimoine. Enfin, mais c'est très complexe, c'est hyper complexe. C'est pour ça que ça nécessite aussi, pour les parents, de faire le deuil de l'égalité, quoi, et de rester dans l'équité. C'est-à-dire, voilà. Et encore une fois, c'est des échanges, quoi. Et ça, c'est des sujets très complexes, quoi. Et tu t'es déjà retrouvé dans une sorte de situation un peu comme moi, où je me suis dit bourbier, où tu sentais pas la transmission. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à devoir, entre guillemets, essayer de dissuader quelqu'un de transmettre son entreprise à son fils ou sa fille? C'est là où je revendique ma casquette de non-expert. Et souvent, c'est très délicat, effectivement. Parce qu'il m'est arrivé d'observer des situations où je ne suis pas convaincu que la génération suivante ait les compétences pour reprendre. Et puis, encore avec ça, tu mets le cédant qui est encore sourd sans plus vraiment être dans l'entreprise, mais en y étant toujours. Enfin, voilà, ça peut être des situations très complexes. Et parfois, j'arrive pas à les sensibiliser à ça. C'est d'où l'importance de cette capacité à être à l'écoute, de cette capacité de se remettre en question, quoi. Mais parfois, oui, moi je vois des situations où je me dis ça peut être compliqué et je peux rien faire. Ça arrive. Et du coup, tu t'es juste retiré du projet ou t'as fait quoi dans ces cas-là? Tu t'es retiré, ouais. Oui. Okay. Est-ce que, à l'inverse, t'as déjà eu à devoir essayer de convaincre quelqu'un de la génération en dessous, j'imagine, du coup, de reprendre l'entreprise familiale alors qu'à l'origine, il ou elle n'était pas forcément convaincu? Alors, c'est pas trop dans mon rôle de convaincre, tu vois. Mais je peux vous raconter une histoire qu'on a partagée régulièrement avec Stéphane. C'est une entreprise qui est en Autriche, un bureau d'ingénierie, bureau d'études. Le fils fait des études d'ingénieur, voilà, et la fille fait des études de germanistique ou d'humanisme, enfin voilà, de philo, tout ça. Et le père, au moment de la transmission, il dit je veux transmettre à la fille. Et la fille qui dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Il a voulu foutre la merde. Dents, fiston. Oui, après Tu n'es pas digne de ton père. mais c'est pas en fait transmettre la source, pas forcément. Je sais pas comment ça s'est passé au niveau patrimonial, mais la source de l'entreprise. Tu vois. Et la fille a dit mais non, moi je suis pas ingénieur, voilà. Et donc ils ont bossé, ça c'était un cas avec Peter Koenig, ils ont bossé et puis le père a dit non mais c'est toi qui portes le mieux les valeurs, qui a la vision, qui a la capacité. Et je sais pas, je connais pas le fin mot de l'histoire, mais le frère il aurait très bien pu rester le responsable technique
de la boîte. Et puis, dans le système de parts, enfin, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a souhaité transmettre la source à sa fille et c'est ce qui s'est fait. Et l'entreprise a continué à se développer de manière très florissante, quoi. Parce que la fille a du coup accepté finalement de le prendre, elle s'est laissée convaincre. Mais après, je veux rebondir là-dessus parce que en fait, moi, ça m'avait fait beaucoup écho à mon expérience dans Makers for Change. Alors dommage qu'on n'ait pas le visuel, tu sais, des cercles, parce que moi, vu que je suis quelqu'un de visuel, de voir la source avec un cercle, les sources spécifiques. On mettra peut-être une intégration. Mais... Je sais pas si j'ai pas. Est-ce que tu as un petit design de ça? Parce que je voulais dire, en tout cas, c'est que il y a la source globale qui effectivement est responsable de l'ensemble du périmètre du projet. Et la source spécifique peut en fait être vraiment à 99% du même périmètre, mais n'a pas le côté vision, valeur, etc. Tout à fait. Et moi, dans Makers for Change, j'ai un petit coucou à Marion Lacou si tu nous regardes. Mais la coordinatrice opérationnelle de Makers for Change, à un moment, quand elle était avec moi, c'était ma bras droit, en fait, était vraiment collée à ce qu'on faisait. Et on était deux pairs et en fait, elle gérait tout. Donc peut-être fils, là, en tout cas dans l'exemple que tu précises, c'est quelqu'un qui porte le côté de l'ADN, la vision, etc. Et l'autre qui est vraiment sur l'opérationnel et qui quelque part aussi a peut être valorisé aussi quelque part. Enfin, bref. Et puis dans une source, dans un projet, la source globale, c'est pas forcément celle qui est dans la fonction de direction. Parce que elle n'a pas la capacité managériale, elle n'a pas la capacité de communication. Et par contre, c'est elle qui sait quel est le prochain pas qu'il faut faire et qui est le garant des valeurs de l'entreprise. Donc tout ça, c'est des cas de figure qui arrivent assez fréquemment. Et quand on identifie ça, c'est beaucoup plus facile. Quand on sait qui est la source, c'est beaucoup plus facile, quoi. Je suis en train d'essayer de... Qui est la source dans l'entreprise familiale? On a envie de... C'était ma prochaine question. Je pense qu'ils le sont un peu tous les deux. Non, il n'a pas bien écouté l'émission. C'est pas possible. Il y en a qu'une. Non, je sais pas. C'est vrai que c'est papa. dur. Le papa, il est à l'origine du projet. Voilà. Oui, On ok, peut d'accord. supposer, mais il a pu transmettre aussi. Ouais, voilà. Et puis, surtout, là, quand vous parliez tout à l'heure de celui qui est à la source, si j'ai bien compris, c'est aussi la personne qui sait quel est le prochain pas. Oui. Et ça, c'est plutôt ma sœur. J'espère qu'ils regarderont pas l'émission. On va leur envoyer un MP. Je peux te laisser ma carte de visite après si tu veux. Ouais. Je suis intéressée, premier degré. Et ça, c'est plutôt ma sœur qui est du coup dans le prochain pas, vraiment l'impulsion de OK, on va aller voir telle personne, on pourrait se renouveler de telle manière, et elle est vraiment là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un peu du mal à voir. Est-ce qu'il peut y avoir une double source? Non, c'est impossible. Une source, c'est... Il y a une source globale et après, il peut y avoir des sources spécifiques. Par exemple, ta sœur, ton père, je sais que des suppositions ce que je fais là. Ton père, il peut être source globale du projet et ta sœur, elle peut être source spécifique du développement. Tu vois, du côté commercial, et c'est elle qui va savoir. Et à partir du moment où la délégation, elle est bien organisée, parce que c'est un super outil pour organiser la délégation, les principes sources. C'est-à-dire que la source globale, c'est elle qui va porter la vision, l'ADN, les valeurs, le champ sur l'ensemble. Et il va veiller que les sources spécifiques qui sont à l'intérieur de ce champ vont rester dans ce cadre-là. Et une fois qu'il y a une source spécifique qui est désignée, la source spécifique, elle devient source globale de son propre champ. C'est-à-dire que c'est elle qui va avoir cette intuition, cette vision, ces valeurs, ce champ pour son périmètre à elle. Et du coup, ça décharge vachement la source globale. Et c'est un système de délégation, ça c'est magnifique. J'ai accompagné un collectif de 3 dirigeants où ils ont, avec ce mode de fonctionnement, parfaitement pu identifier qui est source de quoi. Il y avait une source globale et des sources spécifiques. Et la source globale, elle avait aussi des champs qu'elle gardait. Et ça a donné beaucoup de fluidité après à cette organisation, quoi. En fait, avec ce que tu dis, j'ai l'impression que la délégation dans l'entreprise de mon père et ma sœur, elle s'est déjà faite. Oui. Et que mon père, là, il a encore 10 ans à tirer avant la retraite, mais ma sœur, elle est là. Enfin, j'ai l'impression que c'est ma sœur la source, quoi. Vraiment. Finalement, c'est toi qui vas impulser la discussion autour de l'entreprise au prochain dîner. Ouais, c'est ça. Je veux dire, qui est la source là? Faut qu'on parle de la boîte. Finalement, c'est fun de parler de l'entreprise. Tiens. C'est super mot de la fin. C'est super fun. On
l'a eu, Johanna l'a dit. Ils vont être contents, je vais leur montrer juste Par cet rapport aux autres extrait-là. émissions, en tout cas, c'est la première fois que je t'entends être enjoué et enthousiaste en parlant d'entreprise. En tout cas, j'imagine que cette émission y contribue. Absolument. Merci beaucoup pour ton passage sur le plateau. Après ce moment avec Johanna, passage vers Cédric et Yes. sa chronique. Yes. Alors moi, pour le coup, je vais toujours un petit peu fouiner sur le net, googliser les gens. Ah, ok. Oui, je suis un fouineur. la fouine. Et Cédric la fouine. On m'avait pas dit ça. Ouais, oui, c'est ça. C'est un surnom que j'avais en plus. C'est vrai. On m'a appelé bah, la dis fouine donc. à un moment. Ah bah dis. Moi, c'était pas le cas, mais pourquoi pas. Alors c'est rigolo parce on te trouve sur Copain d'avant. Je sais pas si tu le sais. Ah ouais. Ouais. Alors Copain d'avant, je sais pas. dossier. Je sais pas si ça existe encore, mais, Ah ouais. mais toi, Ça existe encore tu y es. Du coup, j'y ai. Alors, sauf si c'est une personne qui a le même nom, mais j'ai trouvé a priori, tu étais au collège à Valbourg. Tout à fait. Voilà, très bien. C'est bon bien compte. toi. J'étais à Valbourg, Vous pouvez c'est une vous info connecter. qui est juste. Ouais. Et alors, bon, au-delà de tout ça, toutes ces petites infos qu'on trouve, je suis allé voir ton site, tes réseaux, etc. Et j'ai trouvé beaucoup dans les images, dans les photos où on te voit, bah, forcément, tu parles, tu présentes ton activité. J'ai trouvé beaucoup de verdure, beaucoup de vert. C'est toi dans un cadre de nature. Ah. Et j'ai été surpris parce que quand on m'a dit tu es un spécialiste de l'accompagnement de la transmission d'entreprise, je m'attendais à te voir en photo dans un bureau de notaire, dans un bureau de... Tu sais, moi je vois ça quand on me dit transmission, je vois ça et là de ce coup je te vois toi dans la verdure et en train d'évoquer ton activité de transmission. Alors du coup ma question est toute simple, c'est pourquoi avoir fait ce choix de la verdure pour toi dans un décor de nature pour effectivement illustrer ton activité. Alors c'est tout à fait inconscient. et bah, la raison, elle en est très simple. C'est que j'adore la nature. Moi, j'ai besoin de me connecter à la nature, au vivant, à la verdure, le plus régulièrement possible. Et donc, j'ai besoin de ce temps où je fais des randonnées. J'ai un petit cabanon où souvent, effectivement, je réfléchis, je prends du recul et où il y a de la verdure. Et puis, c'est là où j'ai passé le week-end avec mon fils et c'est très chouette. Et puis, moi, ça me ressource. Moi, j'ai besoin de me connecter à la nature pour me ressourcer, je sais pas, je suis un terrien, quoi. J'aime bien ce côté de la terre, de la nature, des arbres. Voilà, c'est hyper important pour moi, quoi. Et ça connecte aux problématiques que tu rencontres, tu sais, quand justement cette idée de prendre le temps de respirer, ça connecte. Tu conseilles des fois ça aux gens à dire les amis, ok, là on est le nez dans le guidon de notre transmission d'entreprise, est-ce qu'il ne faut pas aller se balader un bon coup retrouver le fiston dans la cabane Figure-toi que c'est tout à fait une pratique que je fais régulièrement. J'emmène mes clients dans mon petit cabanon à la verdure, quoi. Hein. Ça, et puis, il y en a Et tes partenaires aussi, on peut venir? Oui, les partenaires, avec grand Jour ou plaisir. l'autre. Je crois qu'il y a un truc qui est prévu cet été, peut-être. Nous on est fans de vivre les expériences Complètement. proposées. Hein, donc, Et ouais, donc mais j'ai régulièrement, j'emmène des clients et même ils me demandent bon, quand c'est qu'on retourne au cabanon là pour bosser, quoi. Et donc et je trouve ça très. Bah, quand tu sors quelqu'un de son contexte, ça ouvre les chakras. Donc c'est les petits mots que j'ai tirés tout à l'heure. Ça ouvre les chakras et ça permet de s'aligner de manière différente parce qu'il n'y a pas toutes les sollicitations, tous les sujets comme ça qu'on a quand on reste dans l'entreprise, quoi. Donc c'est hyper important. J'ai déjà fait des randos, une journée où on se balade un peu, on réfléchit, on bosse, on a une petite salle. Enfin, ça c'est tout à fait. Moi, j'adore ça, quoi, parce que justement, moi, je me sens à l'aise. Et puis, je trouve que c'est tellement intéressant de prendre un pas de côté et de regarder comment les choses fonctionnent en étant déconnecté de cette activité trépidante qu'on a tous quand on habite en ville et tout ça, quoi. Ouais, la nature comme facilitateur pour faire ce pas de côté, quoi. Carrément. Ouais, ok, trop bien. Merci beaucoup, Cédric. Je crois qu'on va parler de Bernard Maufra. Exactement. Ouais, c'est un petit, et d'ailleurs, je pense que c'est une belle transition de la nature, peut-être comme outil pour limiter les incertitudes. Et donc, on va accueillir la capsule de Bernard Maufra de Smart Group
autour de la notion du potentiel de l'incertitude. Si vous êtes aux prises avec l'incertitude, vous pouvez être sûr d'une chose. L'incertitude est une opportunité. Bonjour, je m'appelle Bernard Maufra, je suis consultant en communication, fondateur de Smart Group. Nous sommes la plupart du temps confrontés au doute, à l'incertitude, notamment dans une époque du monde où les choses évoluent très vite, les environnements changent. Il y a quelques années, certaines directives nous ont demandé de nous confiner. Un interlocuteur travaillant avec des groupes est brusquement obligé de cesser ses activités. Il est aux prises avec beaucoup d'incertitudes concernant son activité qui repose essentiellement sur l'animation de groupe. Tout l'enjeu dans l'approche que nous essayons d'avoir est de regarder cette incertitude comme une opportunité. Cela va être l'opportunité de remettre le centre de gravité à l'intérieur et de compter sur soi-même puisqu'on ne peut plus compter sur quelque chose à l'extérieur. En étant créatif et en redécidant ce que je veux et quels outils j'utilise, qui va conduire cette personne à mettre en place ce qu'elle faisait avec des groupes en réunion présentielle, de le faire en distanciel. De façon intéressante, son activité n'a pas du tout baissé, au contraire. La capacité de mettre les autres en relation dans cette période un peu compliquée, notamment dans des entreprises, a fait que ses activités avec des groupes a augmenté à une période où pourtant il semblait impossible de le faire. L'intérêt de cette approche dans l'opportunité de l'incertitude n'est pas de dire « Ah mais l'incertitude c'est super ». Considérer que l'incertitude est nécessairement quelque chose de négatif qui va nous nuire n'est pas non plus intéressante. En l'occurrence, le chemin du milieu, c'est dire comment est-ce que je peux faire de cette chose négative qu'est l'incertitude une opportunité de décider de ce que je souhaite pour moi-même. Et de ce point de vue, on prend quelque chose évidemment qui est négatif à la base, mais on l'utilise de façon positive. J'ai l'opportunité de mettre de la clarté et de rendre les choses plus nettes. C'est un point de vue qui est toujours valable. Et vous, à quel endroit il y a un doute, une incertitude qui devient un chemin d'adaptabilité, de créativité, d'opportunité? Un grand merci à Bernard Maufra pour cette capsule. Il est trop fort. Comment ça résonne pour toi, cette capsule, ce message de Bernard? Alors, il y a plusieurs résonances. En début d'émission, tu m'as un peu titillé sur expert, non expert et tout ça. Et à un moment donné, j'avais mis aussi sur mon profil LinkedIn expert en traversée de doute. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu tout au long de ma vie. J'ai eu des périodes qui fonctionnaient bien. J'ai eu aussi des périodes plus difficiles, des périodes de doute, des périodes de questionnement et des périodes d'incertitude. Et c'est une capacité que j'ai développée de pouvoir avancer même quand c'est pas clair, quoi, et d'avancer tranquillement à mon rythme en fonction de ce qu'il advient, même si parfois c'est désagréable. Et j'ai vécu des périodes qui n'étaient pas agréables, notamment depuis 8 ans que je suis entrepreneur. Il y a eu des moments où c'était désagréable parce que j'étais vraiment dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à gagner suffisamment d'argent pour me nourrir, m'habiller, etc. Donc c'était des vraies questions. Et aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais. Et donc, cette expertise-là, je l'ai un peu. Et dans les principes sources, il y a je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. On est sur cette question de trouver la clarté sur le prochain pas. Donc, il y a les trois manières de la trouver que j'ai déjà citées: l'intuition, le dialogue avec d'autres, et le ressourcement. Et c'est de pas décider avant d'avoir la clarté. C'est-à-dire d'accepter de rester dans l'incertitude et dans le doute. Parce que ce chemin d'entrepreneur que vous connaissez tous les deux, souvent, Peter Koenig, il dit l'entrepreneur, dans 70% des cas, il est dans le doute. Alors, je ne sais pas si c'est une stat
correspond ou que vous... Mais moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai souvent des périodes de doute et que ça fait partie, peut-être encore plus spécifiquement quand on est entrepreneur, de savoir comment avancer dans cet environnement qui aujourd'hui il est complexe, quoi, hein. Ça, je crois qu'on peut tous le Oui. reconnaître, quoi. Donc moi, ça me parle beaucoup, cette question d'incertitude, de doute, et j'ai appris à accueillir l'incertitude, même si c'est pas toujours agréable, quoi. Et du coup, est-ce que c'est grâce à ces expériences où tu as appris à accueillir ces incertitudes que tu es le plus à même d'être en empathie avec celles et ceux que tu accompagnes et qui sont dans des certitudes, mais qui en fait risquent de déchanter quelque part? Ben, tout à fait, parce que en fait, ce que j'ai expérimenté pour moi, ce qui pour moi me plombait par moment, ben, je peux le transformer parce que justement je sais comment ça fonctionne Mhm. et que je peux accompagner tranquillement un dirigeant, une équipe à sortir pas à pas, à trouver la clarté en accueillant aussi ces périodes où on ne sait pas. Et j'ai trouvé vraiment intéressant cette capsule, quoi, hein. Elle est tombée au hasard. Au hasard, ok. Par un curieux hasard, comme Oui, dirait c'est Stéphane Schillinger, pour toi, Ok. dans cet épisode. Merci beaucoup. On va traditionnellement clôturer cet espace par un petit temps de... Peut-être une pépite que j'ai envie de retenir de cette émission, chacun. S'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué, qui nous a marqué, on va jouer le jeu. Et traditionnellement, on va te laisser un peu plus de temps pour Yes. donner d'abord la parole à Cédric. Ouais, moi, sur cette clôture. moi, très, très curieux en fait, hein, des sujets qu'on a abordés et très intéressé aussi de savoir que pour vous, pour toi c'est ton activité, Thomas, mais même pour toi, Cédric, c'est quelque chose, tu t'es dit en l'écoutant, tu dis ah, ça c'est formidable, je vais saisir le fonctionnement principe source dans mon fonctionnement à moi. Donc ça m'a donné vraiment envie de lire le bouquin et aussi donc la dynastie alsacienne, là, ça m'a bien chauffé. Donc il y a deux trois le bouquin que tu as cité, en fait c'était une bibliothèque ambulante, hein. Voilà, c'est ça. Donc ce que tu as cité concernant effectivement le côté père-fils, Ouais. voilà, tout ça c'est des lectures que je crois je vais me commander. Ok. Donc ça m'a bien intéressé, puis bien sûr tout ton sujet est passionnant, même si c'est quelque chose où moi aujourd'hui je crois pas y être trop confronté dans la phase de vie dans laquelle je suis, mais peut-être que voilà, les lectures vont venir encore me bousculer davantage. Voilà, en tout cas, ouais, super moment et merci pour toutes ces ressources que j'ai très envie de creuser. Voilà. Merci à toi pour ton accueil, pour tes contributions. Et si jamais il y a, il me semble, une formation que tu vas co-animer fin juin, début juillet, à nous tous, Allez. sur les principes sources. Donc si vous souhaitez, vous êtes bienvenu et tu es évidemment également le bienvenu. Rendez-vous là-bas. Trop bien. Le rendez-vous est pris, attention. Thomas, avec quoi tu repars en fait, simplement, hein, de ce moment ensemble, de ce temps? Moi, je repars en premier avec de la gratitude. De la gratitude que vous m'ayez invité, que je puisse partager mon activité et puis mes passions aussi. Et puis aussi explorer des chemins un peu de traverse. Et ce que je trouve passionnant avec les principes sources, c'est qu'on peut finalement les relier à tout un tas de choses que chacun vit au quotidien dans ses projets, dans sa vie de famille et aussi dans les entreprises, quoi. Et je trouve que c'est une clé de lecture qui est vraiment très chouette. Et je profite effectivement de ce temps pour annoncer cette formation qui a lieu le 30 juin et le 1er juillet. Et je souhaite aussi vraiment remercier Entreprises Vivantes, avec qui j'ai un partenariat ils ont tous les deux fait la formation des principes sources, Antonella et Adrien. Et c'est Entreprises Vivantes qui sert, entre guillemets, de véhicule pour que cette formation puisse être prise en charge par les OPCO, parce qu'eux, ils ont un organisme de formation qui est Calliope. Donc tout ça, c'est hyper important. Et je les remercie vraiment de ce partenariat qu'on fait ensemble du fond du cœur. Et puis un dernier sujet aussi, j'ai parlé un petit peu de relation à l'argent, donc on va également faire un séminaire avec
une personne qui s'appelle Monica Caliuri, qui est aussi dans cet écosystème de Peter Koenig. Et ça va être du 25 septembre en soirée jusqu'au 27 septembre en fin d'après-midi, quoi. Voilà. On mettra les liens évidemment dans la bio que vous pouvez aller consulter et sur les différentes plateformes de diffusion. Et puis je rajoute que je serai dans l'accueil à nous tous de la première et participant de la deuxième. Comme ça, si vous voulez qu'on se rencontre toutes et tous, c'est bienvenu aussi. Merci beaucoup Thomas, à toi pour tous tes partages, pour d'avoir pris ce temps de contribuer à cette dynamique et voilà. Gratitude aussi partagée. C'est mon énergie de ce soir, de cette fin d'émission en tout cas. Je repars peut-être, cette fois j'ai envie de partager des clés concrètes quand même. J'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait 4 types de transmission. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a 4 éléments de transmission. Les savoirs, les avoirs, les pouvoirs et la source, ou les sources. Alors, je vais juste citer la personne qui m'a transmis ça. Elle s'appelle Martine Deschamps. Elle est une spécialiste de la transmission d'entreprise au Canada. D'accord. Et donc, elle est également dans l'écosystème de Peter Koenig. Mais ça, c'est important aussi dans notre manière, dans notre approche de citer les sources. Bien sûr. Voilà. Et c'est la gratitude, l'humilité aussi de recevoir et de retransmettre. Tu fais bien de le préciser. Du coup, je repars aussi avec ça, de vous remercier de nous suivre, de remercier Entreprise Vivante encore une fois de t'avoir aussi invité. Et évidemment, si vous avez découvert au moins une ressource dans cette émission, et il y en a eu quand même un bon nombre, je vous invite à le partager sur vos réseaux, à une ou l'autre personne peut-être en message privé qui pourrait recevoir elle aussi une ressource, et ça nous permet à nous de déployer le rayonnement de ce projet qui, avant tout, est là pour générer des ressources pour toutes celles et ceux qui y contribuent. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.